Bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte et de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Ça a fait un petit peu de bruit ici, le film Mignonne est sorti en France en août dernier. L'annonce de sa sortie américaine sur Netflix a fait scandale aux États-Unis fin août. Il y a un tel écart entre ce qui s'est passé et ce que la presse française en a dit qu'il semblait intéressant de revenir sur ce sujet, notamment parce que c'est un scandale qui a mis en évidence de grosses différences entre Américains et Français sur la question de la sexualisation des enfants et de pas n'importe quelle fillette, des gamines de quartier noirs et arabes. Donc c'est le même film, mais qui, mis dans des contextes différents, la société américaine et la société française, produit des réactions très différentes. Donc se pencher sur cette histoire, ça permet d'en apprendre plus sur le pays dans lequel on vit, et c'est pas sans intérêt parce que de vivre ici, ça nous change qu'on le veuille ou non. Mignonne, c'est un film qui a été réalisé par Maïmouna Doucouré. Elle est réalisatrice française d'origine sénégalaise. Elle a grandi à Paris avec sa mère, qui était commerçante et femme de ménage, et son père éboueur, et l'autre épouse de celui-ci, entourée de 9 frères et sœurs dans un quartier populaire de Paris, le 19e. C'est en regardant les films d'horreur des années 80 qu'elle a eu envie de faire du cinéma. Elle a produit un court-métrage en 2013, Maman, qui traitait déjà de la polygamie, et le spectateur regardait avec les yeux d'une fillette l'arrivée dans le foyer du père avec sa seconde épouse. Maman a été sélectionnée dans 200 festivals, il a gagné 60 prix en Chine, en Irak, en Macédoine, aux États-Unis. Ça a vraiment été un énorme succès. Maïmouna Doucouré est très emballée par ce qui est représentation. Elle cite les modèles américains de Oprah Winfrey ou Viola Davis. Elle regrette d'avoir grandi sans modèle de femme noire à la télé ou au cinéma. Elle a rendu d'ailleurs un très bel hommage à Eusanne Palcy. Et elle appelle les femmes noires à faire tomber les barrières mentales dans leur vie professionnelle. Elle déclare, je cite, que quand les jeunes filles voient qu'on récolte 400 000 likes en faisant des selfies sexy, elles entrent dans un mimétisme sans vraiment en comprendre le mécanisme. Il faut leur proposer d'autres parcours, des femmes astronautes, présidentes de la République, ingénieures, etc. Clairement, Maïmouna Doucouré veut être visible comme cinéaste pour créer des vocations chez les jeunes filles. D'ailleurs, elle a toujours l'amertume, elle en parle assez souvent dans les interviews, d'avoir été dissuadée par sa mère qui, quand enfant, elle a dit qu'elle voulait faire du cinéma, sa mère lui a répondu « c'est pas pour nous, regarde, on ne voit pas des gens comme nous au cinéma ». Alors elle est féministe, le sexisme et la diversité, ce sont vraiment ses deux thèmes phares. Son premier court-métrage avait un propos de dénonciation de la polygamie, c'est-à-dire qu'elle en parlait, je cite, comme une situation très difficile et douloureuse pour les femmes, mais aussi pour les enfants qui sont souvent un enjeu. Quand elle parle de sa culture d'origine, elle critique le patriarcat, la polygamie et ce qu'elle appelle la culture du qu'en dira-t-on. D'ailleurs, Mignonne est un film qui traite de la douleur de sa mère, première épouse, et qui raconte la même chose que Maman, le retour du père dans son foyer, accompagné de sa nouvelle épouse. En tant que réalisatrice, dans son métier, elle ne veut pas faire du cinéma social, militant. Par contre, elle admire Adèle Haenel et Cécile Sciamma, qui sont des féministes. Adèle Haenel, c'est une femme qui est actrice depuis enfant. Elle est connue pour avoir fait la une de l'actualité récemment parce qu'elle a dénoncé les agissements pédos d'un réalisateur. Et Cécile Sciamma, c'est une féministe aussi. Elle a réalisé plusieurs films sur la jeunesse. Naissance des pieuvres, qui racontait les premiers émois de jeunes blancs et surtout de jeunes blanches qui découvraient l'homosexualité. Tomboy, où une fillette découvrait qu'elle voulait devenir un garçon. Et Bande de filles, qui était un film sur un groupe de jeunes filles noires de quartier, film dont j'avais fait la critique à l'époque, l'article est sûrement en ligne. Maïmouna Doucouré associe d'ailleurs Mignonne à Bande de filles de Sciamma. Elle se place dans cette lignée. Sans surprise, vu le portrait que je viens de donner de la réalisatrice, elle regretterait d'être taxée de communautariste. Elle ne veut pas faire du cinéma noir. Elle aspire à ce qu'un jour, elle n'ait plus à répondre à des questions sur ses origines sociales et culturelles. Elle fait du cinéma français. Ensuite, si le personnage principal est d'origine sénégalaise, c'est parce qu'elle y met quand même un peu de son histoire, mais les personnages qui gravitent autour ont des origines diverses. Maïmouna Doucouré a probablement voulu montrer que c'est une problématique qui, pour elle, touche indifféremment tous les enfants.
En même temps, ça classe quand même son film dans le cinéma de la diversité. Et il n'est pas inutile de savoir que la maison de production Bien ou Bien, qui produit ce film, fait, elle, clairement de la diversité. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la diversité, après les révoltes de 2005, la thématique de la diversité est apparue et elle a été déclinée de plein de manières. En politique, on a vu apparaître des non-blancs au gouvernement et majoritairement des femmes d'ailleurs. On a retrouvé aussi la diversité dans les politiques d'intégration. Professionnellement, avec des chartes signées par de grands groupes et des entreprises. Et puis aussi culturellement, avec des actions pour la diversité dans la politique de la ville ou autre. Quelle utilité ça avait ? Les révoltes ont mis à jour le problème du racisme et des discriminations systémiques envers les Noirs et les Arabes. Les révoltes ont aussi mis en une la question des contrôles racistes et des crimes policiers, et le pouvoir n'avait aucune intention de résoudre ces problèmes, donc il a donné le change en faisant émerger dans tout un tas de domaines des visages noirs, des visages arabes sur des thématiques généralistes. Donc on avait l'impression que tout changeait, mais en réalité ce sont des tactiques de statu quo, puisque derrière les politiques mises en œuvre, elles ne changent pas. Voire même elles sont encore plus dures, parce que Rachida Dati, par exemple, a aidé à durcir la répression envers les Noirs et les Arabes. Donc la diversité n'est clairement pas une politique en faveur des victimes du racisme. Dans le fonctionnement du racisme, comme la représentation, elle joue un rôle clé. C'est quand même l'endroit où on fait passer tous les récits qui vont justifier après les politiques racistes. La diversité, elle a très bien marché dans la culture et dans le cinéma. Dans les médias, on a vu des journalistes, des animateurs apparaître. Il y a eu aussi l'émergence de médias de quartier. Et puis, pour le cinéma, un label avait été créé qui permettait aux réalisateurs de décrocher des fonds, à condition évidemment d'aller dans un certain sens ou de porter un certain type de discours. À l'époque, ça s'appelait « Image de la diversité ». Qu'est-ce que c'est le bon discours ? On va dire qu'un film comme Neuilly sa mère, ça passe bien. Un film comme Soumeya, ça passe évidemment beaucoup moins bien. La maison de production Bien ou Bien, qui a produit Mignonne, elle est née à cette période-là. Et elle s'inscrit clairement dans ce mouvement de la diversité. Ils ont des actions dans les quartiers avec les jeunes, ils essaient de faire émerger des réalisateurs de la diversité. Et Maïmouna Doucouré, c'est celle qui a donné une stature internationale à leur maison de production. Qu'est-ce qu'ils font encore ? Ils abordent des thématiques, par exemple, comme l'islam, avec humour. Alors avec ce long métrage, de quoi voulait parler Maïmouna Doucouré ? Cette idée, pour elle, part d'un choc. Elle assiste à une fête de quartier et elle voit des jeunes filles qui dansent de manière très lascive. Elles portent des vêtements très courts, transparents, devant des mamans en costume traditionnel ou voilé. Et ça la choque tellement qu'elle essaie de creuser la question, donc pendant 1 an et demi, elle cherche à en savoir plus. Elle enquête, elle constate une pression sur les filles à s'exposer sur les réseaux sociaux pour être reconnues, elle perçoit un danger pour les jeunes filles et pour les garçons. Elle fait aussi le lien avec cette histoire qui avait fait beaucoup de bruit d'une gamine de 11 ans violée par un homme de 28 ans. La justice avait considéré que ce n'était pas un viol parce que l'enfant avait suivi l'adulte et parce qu'il n'y avait pas eu de violence. Donc la justice considérait que c'était consenti. Et ça avait vraiment fait un tollé qu'on puisse envisager qu'un enfant de 11 ans puisse consentir. La réalisatrice aborde aussi la situation actuelle d'enfants, de collégiens pour qui la pornographie est banale et qui miment ce qu'ils voient sans mesurer la gravité de la situation. Et dans sa démarche, elle est vraiment très au clair. Elle veut dénoncer l'hypersexualisation de nos sociétés et les dangers auxquels elle expose les plus jeunes. Elle dit « En 2020, on n'est plus seul face à son miroir. Le miroir, c'est le téléphone, c'est le selfie. On filme et on publie tout. L'estime de soi se construit dans le regard de l'autre et je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette réalité. » Donc le message qu'elle veut passer, c'est « Nous devons laisser aux enfants le temps de grandir ». Et avec ce film, elle se penche sur la manière dont elle-même, elle s'est construite en tant que femme, elle qui considérait être prise entre des modèles très éloignés. Elle s'inspire aussi du conte, de la forme du conte, parce que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup aimé enfant. Et elle répète que son film parle de la manière dont on se construit en tant que femme dans notre société. Elle veut dire aux femmes, je cite, « Vous avez le droit de porter le costume que vous avez envie de porter sans vous poser aucune question. » Et elle aurait aimé, dit-elle, que sa mère lui dise, comme le fait le personnage dans le film, « Ma fille, tu pourras choisir la femme que tu as envie de devenir et ce n'est pas grave si on est différente. » Pour aborder ce sujet, elle choisit l'histoire d'Aminata, élevée dans une famille pieuse au père polygame qui doit prochainement rentrer à Paris avec sa nouvelle épouse. La mère en est dévastée et Aminata est opposée à l'affront fait à sa mère. Elle est collégienne, elle va s'enticher d'une bande de filles qui sont extraverties, qui portent des tenues provocantes
et qui répète une chorégraphie pour un concours de danse. C'est filmé dans le 19e où la réalisatrice a grandi. Aminata se fait appeler Ami et sa vie familiale à elle, c'est la tradition, la polygamie, la vie en communauté. Elle est timide, elle dénote dans le collège où elle arrive avec ses vêtements d'enfant et pour s'intégrer, elle va se transformer, provoquée par ses actes et par son habillement. Donc c'est un sujet qui est assez classique dans les films féministes. L'héroïne timide qui manque d'assurance, qui se libère en suivant un groupe de délurés, c'était par exemple le scénario de Bliss, où le personnage principal, avec son look de garçonnet, essayait de rentrer dans un groupe de roller derby de filles tatouées, braillardes, bagarreuses et provocantes. Ces femmes, c'était le genre de femmes auxquelles elle voulait ressembler. Alors, quelle est la polémique ? C'est un film qui a fait son chemin en France. Il aurait dû sortir au printemps, mais sa sortie a été repoussée au 19 août à cause du Covid, et le film a circulé tout à fait normalement, sans créer des mois particuliers. La presse, globalement, a salué le travail de Maïmouna Doucouré, les salles ont suivi. Même la presse religieuse light, catho et musulmane a plutôt adhéré à la démarche, y voyant une alerte contre l'hypersexualisation des très jeunes, contre les risques des réseaux sociaux, et ça c'est plutôt des thématiques qu'ils apprécient en général. Alors forcément, le fait qu'elle montre la tradition et la polygamie comme un carcan, une source de malheur, ça a pu contribuer à ce que le film soit bien reçu en France. La réalisatrice a fait quelques télés où elle a expliqué que les prix qu'elle avait obtenus sur le continent américain lui avaient permis d'avoir un soutien de l'industrie américaine. Bon, ça a pu prendre, on imagine, la forme d'accès à des réseaux et à des moyens de travailler, et c'est probablement comme ça qu'elle a décroché une sortie américaine sur Netflix. Donc le film est sorti mondialement sur Netflix, sauf en France où il est sorti d'abord au cinéma. Mais ici, ça reste un petit film plutôt fait pour le circuit art et essai. Il a un budget de 4 millions d'euros. C'est le lancement de la communication par la plateforme Netflix qui a créé une détonation. Netflix, c'est ce réseau généraliste spécialisé dans le meurtre et les séries pour ados. Et l'affiche qu'ils ont choisie pour le film, ce n'est pas l'affiche du film français avec la scène de retour de shopping où on voit les gamines folles de joie qui jettent de la lingerie en l'air. La scène, c'est celle de la danse finale, 3 fillettes noires qui twerkent en tenue sexy et pose aguicheuse, avec la petite blanche au centre qui a un petit peu la pose de la Statue de la Liberté. Donc la réception est clairement que Netflix promeut un film pédo. Pétition, lettres à Netflix, vlogs, articles de presse sont quasi unanimes, c'est un scandale. Donc au début, Netflix tente mollement d'éteindre le feu, mais comme ça ne retombe pas du tout, il change l'affiche, change le résumé en enlevant twerk et présente des excuses, mais le mouvement se poursuit pour que le film soit retiré de la plateforme. Les musulmans constituent la deuxième vague de protestation à cause de l'image qui est donnée de la religion. Et ça a vraiment été dans les actus saillantes aux États-Unis la semaine du 17 août. La France a à peine relevé, à ce moment-là, seulement Courrier International l'évoquait en détail, et des artistes et militants français plutôt intersectionnels ont soutenu la réalisatrice, disant que c'était une femme noire qui était accusée d'islamophobie et d'incitation à la pédophilie. Pour eux, c'était une lecture incorrecte du film. Dans l'ensemble, les Français ont focalisé sur l'affiche et la bourde de Netflix. Pour eux, la polémique vient de ça. Et après, ils accusent les Américains de ne pas avoir compris le film, considérant que c'est du cinéma qui secoue, qui dérange, et que, satané américain inculte et puritain, la critique habituelle. Alors, qu'en est-il du film ? Normalement, je devrais vous expliquer le propos de la réalisatrice, mais je l'ai trouvé difficile à identifier à cause de son choix de filmer à hauteur de personnage, c'est-à-dire qu'elle disparaît complètement derrière la fillette héroïne. Et ça, c'est un choix pour faire du cinéma vérité, c'est-à-dire qu'on est placé dans la peau de Ami. C'est un choix qui se fait en cinéma quand on veut témoigner d'une réalité. Donc on vit la vie d'Ami, on est choqué. D'une part, c'est l'effet recherché parce que c'est une réalité dérangeante sur laquelle Maïmouna Doucouré veut nous mettre le nez. Elle ne l'a pas inventée, cette réalité, et elle a raison. Cette réalité est dérangeante. Oui, les réseaux sociaux sont dangereux pour la jeunesse, pas Internet. Internet, c'était fait pour être un outil de libération. Internet a en lui le potentiel de nous enrichir, de nous libérer par les échanges qu'il permet. Non, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Twitter et autres, qui sont des entreprises qui capitalisent sur notre activité relationnelle et qui ciblent
particulièrement les ados, les pousse à s'exposer, alors que les jeunes ne comprennent pas tous la différence entre ce qui doit être privé et ce qui doit être public. D'ailleurs, aujourd'hui, il est quasi impossible d'expliquer à certains la notion de pudeur. C'est une notion incompréhensible pour eux. Oui, les réseaux sociaux augmentent la pression sociale sur les jeunes qui, chaque jour davantage, jugent la valeur des gens sur l'apparence. Oui, sur ces réseaux sociaux, il y a la prime à la nudité. Oui, ces réseaux sociaux conditionnent avec tout le système de sanctions-récompenses pour nous apprendre à avoir les bons comportements. Et pour les GAFA, les réseaux sociaux, s'exposer, c'est un bon comportement. Oui, les réseaux sociaux titillent les bas instincts et en particulier le conflit ouvert et le trollage. Et la conséquence, c'est que le harcèlement est assez violent, les modes de communication sont assez violents, on le voit par exemple sur Twitter. Et ça fait que pour échapper à la critique, les jeunes peuvent essayer davantage de se conformer. Et si le modèle qui est promu, c'est un modèle de nudité ou de provocation, ils vont se conformer à ça. Alors ce conformisme-là, tous les jeunes d'Occident l'ont vécu. Simplement, les réseaux sociaux ont décuplé ces phénomènes et puis ils ont décuplé aussi les conséquences. Puisque quand on est affiché, par exemple, on est affiché publiquement devant la terre entière. Donc oui, Maïmouna Doucouré, sur ça, elle a tout juste. Le dire, c'est vraiment une très bonne chose. Sur l'hypersexualisation de la société qui a atteint des sommets délirants et qui est gravissime quand elle touche la jeunesse, alors oui, avec des ados ou des pré-ados qui ont accès à des images ou des informations en tout genre qu'ils ne savent pas forcément comment traiter, et des adultes qui ignorent souvent à quel point ils sont exposés à des images choquantes, oui, elle a raison. Par exemple, on sait que les acteurs ou actrices de pornographie le disent, ce sont beaucoup des enfants qui les contactent en MP. Et on peut être le plus vertueux des parents si on vit dans ce monde-là, ici, maintenant. Cette réalité touchera nos jeunes qu'on le veuille ou non. Donc elle a raison sur les jeunes aussi qui essaient de ressembler à des gens dont le seul fait de gloire c'est d'avoir fait fortune sur leur nudité. Oui, elle a absolument raison. Des jeunes qui du coup s'habillent comme des adultes alors qu'ils restent des mineurs, des enfants immatures et inconscients des dangers, alors oui, elle a raison. D'autant que ça se fait de plus en plus avec l'aval des parents. Donc oui, Maïmouna Doucouré a raison d'aborder ce sujet. Sur les enfants qui nous renvoient en miroir les dérives de la société qu'on leur a construite, elle a raison. Ceux de mon âge ont vu à la télé française des chanteurs comme Chantal Goya qui racontaient des histoires d'animaux. Ça, c'était des programmes pour enfants. Est arrivée la Barbie qui apprenait aux gamines, via la publicité, à rêver d'être une grande blonde chevelue au physique de bimbo. C'était des produits qui ciblaient les enfants de manière très offensive. Après, il y a eu les Lolita qui sont arrivés, qui chantaient des gamineries au message ambigu. Dans les années 90, il y a eu un glissement aussi. On voyait dans les programmes pour enfants des enfants habillés comme des adultes avec des préoccupations liées à l'apparence, ce qui était quand même nouveau. Et puis on en arrive à la situation actuelle où en chanson, le mot à la mode, c'est le sale. Ou alors c'est des histoires qui sont presque des histoires de cas sociaux. Il m'a fait ça, je lui ai fait ça, je l'ai démoli, je suis le plus fort, faut pas me chercher, etc. Donc là-dessus, Maïmouna Doucouré a absolument raison et le film passe bien ce message. Mais on ne peut pas s'arrêter là, il y a autre chose à en dire et qui explique la polémique. Le film a été taxé d'islamophobie. Bon, c'est pas le nanar de Fourest, mais on peut quand même dire que le film est manichéen sur ce sujet. C'est du ni pute ni soumise, clairement. La vie d'une épouse musulmane est faite de douleur et d'humiliation. C'est ce que dit le film. Et en France, ça... Ni pute ni soumise, c'est quand même un genre cinématographique à part entière. Littéraire aussi, l'histoire de la femme tiraillée entre tradition et modernité, avec toujours la scène de la souffrance des femmes qui pleurent en silence pour préserver la communauté, comme dans les romans de Nina Bouraoui. Enfin, c'est une histoire vue et lue 1000 fois. Plutôt en général avec des maghrébines qui s'émancipent de la communauté, du quartier ou de la famille, mais c'est usé. Et c'est une spécialité française d'ailleurs, parce que les Américains n'ont pas forcément été séduits par cette partie. Elle n'a pas forcément fonctionné. Alors qu'en contexte français, c'est une recette qui marche. Par rapport à la communauté, le film est conforme à ce que dit la réalisatrice en interview. Pour elle, la communauté, c'est un carcan, c'est le lieu des faux semblants. Elle a dû s'en libérer. Elle dit qu'elle aime sa culture, mais quelle partie, c'est pas très clair. Et ses reproches, c'est quelque chose dont elle a envie de parler au monde entier. L'idée de faire un film communautariste semble l'angoisser. Peut-être que ce sujet du rejet de la communauté,
Si elle n'avait parlé que de ça aurait marginalisé le film. Donc elle a mixé deux thèmes, l'hypersexualisation des enfants et le rejet de la communauté. Mais on voit que sa douleur de grandir dans un foyer polygame, c'est un sujet qui semble lui tenir à cœur. Et encore une fois, on ne peut que regretter que des personnes issues de l'histoire coloniale mettent leur douleur personnelle ou leurs reproches personnels avec la communauté sur la place publique, comme s'il y avait des leçons générales à en tirer, en faisant abstraction du fait que polygamie, comme excision, sont des thèmes porteurs dans le monde blanc et dans le monde féministe. Alors dans l'histoire, l'obstacle à l'intégration d'Aminata, c'est le personnage de la tante qui veille à ce que les traditions soient préservées. Elle est presque dépeinte comme une sorcière, et le premier signe d'émancipation de la mère, le premier moment où la mère met sa fille avant la communauté et s'est présentée comme quelque chose de positif, c'est le jour où la mère s'oppose à la tante pour protéger la liberté de sa fille. Là, clairement, ce n'est pas un film décolonial, sinon le héros de ce film aurait été la tante qui veille à ce que les traditions soient préservées. D'ailleurs, qu'en a dit la presse française ? Elle a dit que c'était un récit d'émancipation passionnant. Quel autre problème y a-t-il dans le film ? Eh bien, pour dénoncer, la réalisatrice a recruté des enfants de 11 ans, les a castés à twerker, le twerk étant une danse explicite pour adultes. Et elle les fait agir de manière lascive dans certaines scènes. Enfants et twerk, ça n'a rien à faire ensemble, et à voir, c'est absolument horrible. C'est comme si elle réalisait le film rêvé d'un pédo, et elle est extrêmement loin dans cette démarche. Il y a plusieurs scènes qui sont choquantes et regardables. Mais en contexte français, on sait aussi que c'est un certain cinéma. C'est le cinéma, par exemple, d'Abdelatif Kechiche, de Virginie Despentes, de Gaspard Noé, un cinéma qui est cru par engagement, qui fait réagir, c'est-à-dire qu'on adore ou on déteste, sauf qu'en général, on y fait tourner des adultes, pas des enfants. Et le problème n'est pas tant la réception que le fait d'avoir mis en scène de véritables enfants. Ça aurait peut-être dû, ces scènes-là, ça aurait peut-être dû être un film d'animation. D'autant que, alors peut-être que la réalité qu'elle a voulu dénoncer m'échappe, mais moi je n'ai jamais vu des fillettes de 11 ans danser ainsi dans cet attirail. Donc est-ce que le trait était forcé pour appuyer le message ? En tout cas, les tenues dans lesquelles elles vont à l'école sont assez improbables. Et ce qui donne à leur habillement un aspect obscène, c'est aussi leur acte, leurs actions, leurs préoccupations, et ça colle mal avec la réalité. Autre chose qui pose problème, c'est que au cinéma, aujourd'hui, la musique, elle a pris beaucoup d'importance. Hier, les grands réalisateurs communiquaient de deux manières. Il y avait le jeu d'acteurs, et puis il y avait aussi la manière dont ils composaient l'image, c'est-à-dire qu'ils disaient des choses à travers le cadre de l'image. Aujourd'hui, c'est un peu moins important, et pour compenser le faible jeu d'acteurs et la réalisation qui ressemble beaucoup à la réalisation des clips, c'est-à-dire qui est très dynamique, avec des changements d'image rapides, les réalisateurs vont donner beaucoup d'importance aux effets sonores. Et les salles participent à cette évolution parce qu'elles attirent les gens avec la qualité du son. Les salles nous promettent d'être immergés dans la scène avec le son qui diffuse de tous les côtés. Et donc ce n'est plus le jeu ni la mise en scène qui nous font peur. Par exemple, au cinéma, ce sont les musiques angoissantes ou alors le fait qu'il y ait un silence de mort et puis soudain un effet sonore diffusé très fort. Donc on sursaute dans notre siège. C'est un cinéma d'émotion. On ne regarde plus le film en réfléchissant, on ressent. Et pour cette raison, on doit lire la musique. La musique, elle va nous guider. Elle va nous donner des violons quand il faut pleurer. Elle va nous donner une musique dramatique quand il faut s'angoisser. Et dans Mignonne, la musique dans le film, elle est enjouée, elle est fun. C'est vraiment le détail qui m'a mise mal à l'aise et qui me fait me poser des questions sur la démarche de la réalisatrice. Parce que il aurait suffi qu'elle démarre une scène avec une musique fun pour enchaîner sur une musique dramatique avec les mêmes images pour que son message d'alerte passe. Mais là, c'est comme si, pour dénoncer la prostitution, elle filmait une scène de vitrine avec une musique jazz agréable. La musique ne dénonce rien. Or, ce qu'elle fait quand même dans le film, c'est mettre en scène de l'érotisme enfantin. C'est quand même une expérience pénible. Et elle le fait pour nous déranger avec une musique qui est fun. Donc c'est, là, illisible. Kechiche avait fait ça avec son film Vénus Noire. Il laissait le spectateur seul décider si le traitement réservé à Saartjie Baartman était condamnable ou non. Mais
Keshish s'adressait à des adultes. À cause de son thème, Mignonne est visionnée par des jeunes. Dans la salle de cinéma où je suis allée, il y avait beaucoup de parents accompagnés d'un jeune ado. Et les ados, les enfants, seront séduits par les scènes de danse fun, par les couleurs fun, par le shopping, par le côté transgression. Et je ne suis pas sûre qu'ils en retiennent une leçon très profonde. D'ailleurs, la leçon du film, ce qui fait renoncer Amy à la surenchère, ce n'est pas d'avoir été en danger, ce n'est pas d'avoir été exposée à un pédo, parce que dans son film, les pédos, ils sont inoffensifs. Non, Amy, elle change de comportement parce qu'elle ne veut pas perdre ses copines, qui lui reprochent d'être vue comme une, je cite, pute, elle qui ne voulait pas être soumise. Et la prise de conscience d'Amy, elle dure moins de 5 minutes, et c'est le gros manquement du film, il manque la morale de l'histoire. L'héroïne qui fait un compromis entre son besoin d'intégration et son refus de son destin de femme sénégalaise. Et il n'y a pas forcément besoin d'énormément de temps. En 4 minutes, Aretha Franklin avait réussi à passer un message de même type avec son titre « A Rose is Still a Rose ». Il n'y avait pas besoin de comprendre les paroles, les images racontaient le cheminement d'une ado et on comprenait la leçon de l'histoire. Dans Mignonne, la seule morale, c'est qu'il ne faut pas mettre sur Facebook la photo de son intimité, sinon on sera rejeté par les pairs. Et donc ça pose question, à quoi bon nous infliger des scènes aussi pénibles s'il n'y a pas de morale de l'histoire? Vu que le film, en France, peut être vu par des moins de 18, cette morale, elle manque cruellement. L'autre chose qui manque dans le film, c'est le pédo. Si ce film s'était voulu pédagogique, je pense qu'il aurait été plus explicite sur le danger du pédo. Pédo qui peut être cet ado plus âgé ou cet adulte qui cible les très jeunes filles et garçons sur les réseaux sociaux et qui est le danger statistiquement auquel s'exposent le plus les jeunes aujourd'hui sur le net, lorsqu'ils vont sur Internet sans surveillance. Simplement, en France, le pédo, c'est un impensé. En France, comme aux États-Unis, il existe des viols sur enfants, des trafics d'enfants, des abus, de l'exploitation, des prédateurs en ligne, ça existe dans les deux pays. Mais en France, même quand il est public et qu'il assume comme Luc Besson, comme Guy Hockenheim ou comme Gabriel Matzneff, dans l'esprit des gens, le pédo, il reste irréel. Il n'existe pas. Tandis que l'américain, ce qui ressortait des échanges et des prises de parole autour de ce film, c'est que la société américaine, elle semble savoir qu'elle génère du crime. Chez eux, il y a même un programme Catch a Pédo qui piège les prédateurs et qui permet de voir que les prédateurs ont tous les visages et tous les âges et tous les genres même. Ici, c'est complètement impensable. On ne pourrait jamais voir une émission pareille à la télévision parce que les gens seraient malheureux pour le pédo. Et puis, la société française, elle considère que le crime, c'est pas elle, c'est l'autre. Mais quand on sait que le pédo, c'est une réalité, qu'on le croise tous les jours, qui peut être le voisin, le commerçant, l'entraîneuse de natation, la prof de danse, quand on sait ça, on voit le danger qu'il y a à érotiser des gamines sur grand écran. Parce que c'est vraiment le rêve du pédo. Les scènes qu'elle a filmées avec des actrices enfants, c'est vraiment ça qui coince. Et les pédos adorent les gamins qui veulent grandir trop vite. C'est pour ça qu'ils convoitent beaucoup, par exemple, les gamines en foyer en France. Ce sont des gamines que les épreuves ont fait grandir trop vite. Ce sont des gamines aussi pour qui l'enfance est tellement douloureuse qu'elles ont hâte de devenir grandes. Et puis, ce sont des gamines qui n'ont pas d'adultes solides autour d'elles, donc elles vont chercher la reconnaissance dans les yeux d'un adulte, quel qu'il soit. Et les pédos, ils savent bien tout ça, d'où leur intérêt à tourner autour des foyers. Mettre en scène aussi des gamines, leur demander de jouer ces scènes-là, c'est aussi gênant parce que ça pourrait introduire l'idée que le comportement des 11-12 ans jouerait un rôle dans la pédocriminalité. Mais dans la réalité, les gamins n'ont pas besoin de danser lascivement pour attirer l'attention de tordus. J'ai bien le souvenir d'aller dans une salle de jeu quand j'étais ado, et tout le monde savait que le type qui travaillait là était un pédo. Et tout le monde savait que sa proie, c'était un jeune garçon à la vie chaotique et qui était en foyer. J'ai aussi le souvenir de croiser, alors que j'ai 11 ou 12 ans, un adulte à 200 mètres de chez moi, un Antillais qui était en formation dans le coin. Moi, j'avais une allure de gamine à 100%, un énorme cartable sur le dos. Le type avait de la barbe, au moins 30 ans, et il a essayé de me draguer, de me fixer un rendez-vous. Donc ce que font les enfants ne joue aucun rôle dans les éventuels crimes qui pourraient être commis sur eux.
Et pour ça, quitte à alerter, c'est dommage que le pédo soit si absent du film, parce qu'il est une réalité. Autre anecdote, dans le cybercafé d'un quartier populaire à Toulouse, il y a une vingtaine d'années, je viens ouvrir une session avec les identifiants qu'on m'a donnés à l'accueil. L'utilisateur précédent n'avait pas fermé sa session. C'était un pédo qui était venu anonymement mater de la pornographie enfantine. Donc j'ai ouvert l'ordi, il y avait de la pornographie enfantine. Et donc, ça, c'est l'impensé du film. Cette partie-là, elle est infime dans le film. Alerter les ados sur le fait que si pour eux le monde, ce sont les gens de leur âge, ils sont accessibles au regard adulte malveillant. Et c'est contre ces adultes-là qu'il faut apprendre à se défendre. Le pickpocket, ce n'est pas un impensé. Tous les parents savent qu'il existe des pickpockets et tous les parents disent à leurs enfants comment décourager les pickpockets, les voleurs de téléphone, etc. On apprend à tous les gamins comment prévenir le vol de leurs affaires. Donc en occultant les pédos en tout genre, on leur laisse champ libre pour perpétrer sur le net, sur les réseaux sociaux, autour des foyers, etc. Et ce film va quand même loin, parce que dans ce film, on a le sentiment que les fillettes dansent de manière lascive de leur plein gré. Et Amy est celle qui pousse ses copines à la surenchère. En réalité, ce film, c'est du Larry Clark qui ne s'assume pas. Larry Clark, c'était un réalisateur que la France qualifiait de sulfureux dans les années 2000. Le type faisait du cinéma social, il dénonçait la société américaine et il le faisait de manière très crue. Et la France, elle adorait Larry Clark. Il était invité à Cannes, il était invité sur les plateaux de Canal+. Or, son cinéma, c'était un cinéma cru qui était tourné avec des ados. Par exemple, quand il voulait dénoncer l'épidémie de sida chez les jeunes, il faisait tourner des scènes crues à des ados. Et dans ces films, ça parlait de drogue, de violence, c'était un regard très sombre sur le monde adulte. Les Français, ils trouvaient ça sulfureux, très critique avec la société américaine. Alors que les Américains, eux, ils trouvaient ça obscène, violent et relevant de la pornographie enfantine. C'est exactement pareil avec Mignonne. La France trouve le travail de Maïmouna Doucouré nécessaire, dérangeant et bien mené. Les Américains sont horrifiés. Donc quand la première polémique a explosé, les Américains n'avaient vu que la bande-annonce. Et c'était évident que le film allait les choquer au-delà de tout, parce qu'ils sont sensibles aussi à l'histoire de l'exploitation des enfants par le cinéma et Hollywood en particulier. C'est ce point-là qui crispe le plus. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Le film est sorti le 9 septembre sur Netflix et toute la journée, un hashtag a culminé sur Twitter « Cancel Netflix ». Annulez Netflix, annulez votre abonnement à Netflix. L'entreprise a chuté à la bourse. Alors ça a eu un gros impact parce que le film était attendu au tournant, donc il a fait des vues à cause de la controverse. Ensuite, c'est semi-confinement aux États-Unis à cause du Covid. Beaucoup d'Américains sont inactifs et à la maison, et Netflix, c'est un loisir populaire aujourd'hui. Dans les protestations, on trouve évidemment beaucoup de conservateurs, c'est logique. On trouve des complotistes aussi qui voient du trafic d'enfants partout où il n'y en a pas, et qui se désintéressent des enfants qui se font abuser en centre de rétention américain, mais bon, les complotistes. Mais ce ne sont pas que des conservateurs qui appellent à supprimer le film et à se désabonner de la plateforme. Des médias et des figures féministes ont défendu le film, suivant les arguments de la réalisatrice et des gens de Sundance, à savoir c'est un propos, c'est une dénonciation, il faut apprendre à lire entre les lignes. D'autres l'ont défendu en dénonçant des attaques contre une femme noire et musulmane, ce qui n'est pas forcément pertinent parce que la plupart des critiques contre Mignonne ignoraient qui est la réalisatrice et quelle est sa religion. Donc pour le coup, c'est un peu essentialiste de la défendre comme ça la prive un petit peu de son pouvoir. Je pense que ce serait plus respectueux de l'attaquer sur le terrain du propos et de l'œuvre parce qu'elle, c'est son langage de réalisatrice. Et puis quand Abdelatif Kechiche est attaqué, c'est son film qui est visé, ça ne nous viendrait pas à l'idée de le victimiser. Mais au moins aux États-Unis, on se trouve dans cette situation incroyable où le film est interdit aux mineurs sur Netflix, mais il fait jouer des enfants dans un film interdit aux moins de 18. Et la polémique, là, on est en plein dedans actuellement. L'autre propos qui manquait peut-être dans ce film et dans les commentaires, c'est sur le fait d'être une fillette noire et non blanche dans une société blanche. Parce que ça joue un rôle dans le fait que les danses noires sont perçues comme plus explicites que des danses blanches, y compris quand ce ne sont pas des danses explicites. Mais bon, le twerk, ça l'est. Et ça, ce sont quand même des choix de la réalisatrice. Une héroïne qui est noire, qui est d'origine africaine,
Également le type de danse, et la danse du twerk, elle véhicule un sens. On sait que pour provoquer, faire enrager les parents, les petits non-noirs vont performer la culture noire mainstream. Et Maïmouna Doucouré probablement est consciente de ça, c'est pour ça qu'elle a choisi le twerk qui est une culture noire ghetto. Est-ce que l'indifférence française à ce film, elle aurait été la même si les gamines avaient été blanches? Est-ce que si elles avaient dansé sur, je sais pas, du Lady Gaga, les Français auraient été aussi compréhensifs? Parce qu'on sait que dans les années 2000, Alizée la Lolita, ça avait suscité beaucoup de critiques ici. L'innocence de l'enfance, c'est un privilège blanc. Le consentement, il n'existe pas pour les non-blanches. C'est parce que les fillettes non-blanches sont perçues comme matures, développées, qu'elles sont particulièrement ciblées par les agresseurs. La gamine de 11 ans, dont le viol par un homme de 28 ans avait été balayé par la justice, c'était une enfant noire. Et culturellement, dans l'esprit des Blancs, la race, c'est un caractère sexuel. Donc en tant que caractère sexuel, la race, elle nous fait passer d'humain à objet. Et aussi nous rend incapables de consentir, avec les risques que ça fait peser sur les enfants. Donc quand on met une héroïne noire dans cette situation, ça risque de renforcer cette idée reçue. Et où est-ce qu'elle se paye, cette idée reçue? Dans les tribunaux ou lors d'une enquête. Autant lors d'une enquête pour des crimes de viol ou de pédocriminalité, on s'intéresse aux faits, mais c'est surtout ensuite, lors du procès, que la personne joue un rôle. Si la victime d'un viol, adulte ou enfant, échoue à représenter la victime telle qu'on l'attend d'elle, c'est-à-dire éplorée, tremblante, effarée, eh bien la justice pourrait ne pas lui être rendue. De la même manière, si un homme a l'attitude attendue d'un violeur, il aura beaucoup de mal à s'en défendre s'il est innocent. Tout ce qui relève du comportement, en France, ça prend beaucoup d'importance dans les cas où il n'y a pas de preuve matérielle de l'agression. Et c'est extrêmement fréquent. Ainsi, un homme noir ou arabe sera présumé violeur parce que, dans l'idée qu'on se fait d'un violeur, il correspond. Une victime blanche, elle sera présumée victime parce que dans l'idée qu'on se fait d'une victime innocente, elle correspond. Et c'est là que se joue cette histoire du consentement comme un privilège. Parce que dans l'esprit des gens, une victime non blanche, elle est présumée avoir consenti. Puisque notre race, c'est un caractère sexuel. Donc par essence, c'était une relation sexuelle et pas un viol. Et ça, c'est vraiment dans notre monde réel, aujourd'hui, ici, maintenant. Donc voir une fillette de 11 ans, noire, avec ses copines indigènes, jouer les tentatrices avec des garçons de son âge, avec des garçons 3 ans plus âgés, et avec des adultes de sa famille et des étrangers, ça semble malvenu dans ce contexte racial qui est le nôtre. Et je vais juste prendre une anecdote qui représente bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est une femme blanche dont la petite fille est de père noir et de mère blanche. Et le père est démissionnaire. La mère s'est remariée avec un blanc, et comme la petite vient d'une union qu'elle voudrait oublier, elle s'en désintéresse et s'intéresse plus aux enfants de sa nouvelle union. Ça, c'est aujourd'hui tristement banal comme configuration. Et quand l'enfant a été conçu sous la jungle fever, c'est encore plus fort comme phénomène. Donc la gamine, elle est un peu agitée dans la vie, on imagine bien pourquoi. Mais elle a quand même une chouette relation avec sa grand-mère blanche, qui est sa grand-mère du côté paternel. Et la grand-mère, elle essaie de pallier les manques de son fils. La gamine a 14 ans. Et conversation entre cette grand-mère et une autre femme blanche qui lui demande « Comment ça va ta petite fille ?» La grand-mère répond « Elle tourne autour des hommes. » Donc voilà une femme blanche qui, c'est banal aujourd'hui, a la responsabilité d'une fillette non blanche, et quand des hommes adultes cherchent à profiter de son état de vulnérabilité, cette grand-mère, avec son bagage culturel, avec la lecture qu'elle en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « la gamine est précoce ». Donc cette idée de la précocité des filles non blanches, elle existe aussi dans le regard adulte d'enseignants, qui regarde une gamine de quartier de 12 ans un peu fracassée, dont le tort est d'avoir grandi trop vite physiquement, et eux aussi voient l'obscénité chez cette gamine. Donc ça, ce sont des sujets ardus, pénibles, mais qui parlent quand même du monde tel qu'il est aujourd'hui, des problématiques telles qu'elles se présentent à la jeunesse, après 40 ans d'idéologie du métissage, et avec lesquelles ils doivent se débattre. Et moins on en parle, plus ils sont seuls pour se débattre avec. Pour conclure, j'espère être parvenue à expliquer de manière nuancée pourquoi cette réalisatrice brillante a eu raison de s'attaquer à un problème épineux et urgent qui crée beaucoup de tensions dans nos communautés, mais je ne suis pas sûre que son film corresponde au message qu'elle voulait véhiculer, comme je ne suis pas sûre qu'Irréversible soit un film anti-viol.
Donc c'est une réalisation qui est talentueuse, mais qui pose quand même des problèmes éthiques qu'elle aurait contournés en faisant appel à des acteurs adultes, ou bien en recourant à de l'animation pour les scènes provocantes. Et par rapport à ça, je suis plus proche de la vision américaine du film que celle française. Du coup, on est bien dans des sociétés différentes. La différence venant probablement que ces deux sociétés se racontent des histoires différentes sur elles-mêmes et elles ont aussi une relation très différente à la pédocriminalité. Ici, on est dans une société libertaire, un peu insouciante, mais sur ce sujet, l'espace de liberté, ce n'est pas aux jeunes qu'il bénéficie, c'est aux prédateurs. Et le pire, à mon avis, reste que quand elle est allée à Stein faire son recrutement, ses castings, elle a eu le choix largement. Il y avait 700 familles qui étaient prêtes à se lancer dans le projet. Et ça, c'est quand même le signe d'un problème sérieux, où dès lors qu'il y a un peu de reconnaissance ou de célébrité à la clé, on est prêt à vendre non pas père et mère, mais ses propres gamins. Donc qu'on les choisit ou non, on vit dans ce pays et ça produit chez nous des changements qu'on a tout intérêt de regarder en face.
para mí.